Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous ce dimanche matin? Comment avez-vous passé la semaine? L'émission d'aujourd'hui s'intitule le HTC, le Haut Conseil de Transition, ou un autre dîner de cons. Bon. J'aurais pu aussi l'intituler le HCT, le Haut Conseil de Transition, ou une dernière manœuvre pour sauver un système qui craque de partout. En réalité, il s'agit de cela. Il s'agit d'un dîner de cons. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'observer la vidéo de l'installation de cette coquille vide qui porte le nom du Haut Conseil de Transition. Les diplomates étrangers étaient tout sourire. Il fallait voir l'ambassadeur français, il fallait voir l'ambassadeur canadien. On va parler de celui-là tout à l'heure. Ils étaient tout sourire parce que le Haut Conseil de Transition, c'est au fait une dernière manœuvre des ambassades étrangères accréditées à Port-au-Prince, en particulier des ambassades du Core Group. Et quand on parle du Core Group, on parle essentiellement de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, de l'ambassade de la France à Port-au-Prince, de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. Eh bien, il fallait voir comment ces gens-là étaient tout sourire à l'installation lundi dernier de Mirland Maniga. Eh bien, pourquoi ils souriaient? Mais parce que c'est leur bébé. C'était un autre dîner de cons par lequel, mais justement, ils faisaient la démonstration que peu importe les diplômes que vous avez décrochés, peu importe votre niveau de scolarisation, eh bien, quand on se comporte comme un nègre, on peut se payer votre tête à n'importe quel moment. Et c'est ce que les diplomates étrangers ont fait lundi dernier. Ils se sont payés la tête de Mirland. On va donc revenir au discours qu'elle a prononcé. Et en l'écoutant, je me suis dit, elle est soit naïve,
hein, nous souffrons, j'en parlais la semaine dernière, d'une espèce de naïveté vis-à-vis des Blancs. Hein. J'ai l'impression que c'est un lointain effet de l'esclavage, c'est un lointain effet de la colonisation. Je disais, soit qu'elle est naïve, soit qu'elle a choisi de vendre son âme au diable, question de porter le titre de présidente d'une entité sans contenu, d'une entité sans pouvoir réel, d'une entité sans dents. Et pourtant, Myrland Maniga promet de remanier la Constitution, elle promet de mettre sur pied un conseil électoral provisoire de manière à réaliser des élections transparentes, des élections crédibles, en vue de porter au pouvoir pour le 7 février un nouveau président. Et elle promet, du coup, n'est-ce pas, d'apaiser la population pour qu'on s'achemine en toute sécurité vers des élections. Je me suis dit, est-ce de la naïveté ou tout simplement de l'aveuglement volontaire? Alors, suivant les deux titres que je vous ai proposés, le HTC ou le HCT, un nouveau dîner de con. On va voir comment les diplomates étrangers se moquent de la population haïtienne. On va en faire la démonstration tout à l'heure. Ou alors, par ce dîner de con, c'est une autre tentative, une énième tentative de la communauté des nations malveillantes de sauver le système néocolonialiste d'Haïti, de sauver le système néo-esclavagiste. Car, à en juger par le niveau de vie que mènent la plupart de nos frères haïtiens, à en juger par l'état de sous-humanité dans lequel patauge la majorité des Haïtiens, ce n'est ni plus ni moins qu'un esclavage nouveau genre. Vous connaissez le rituel, je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Je ne saurais commencer l'émission de ce matin sans vous rappeler comment la semaine dernière s'est terminée. Le Canada y est allé d'un coup de bluff, d'un coup de poker extraordinaire. Imaginez que le Canada a dépêché un avion militaire qui est connu pour ses très grandes capacités à faire de la géolocalisation, qui est reconnu pour sa très grande capacité à rassembler des renseignements. Et en général, une telle action se fait dans le plus grand secret, car l'effet de surprise est souvent l'élément sur lequel on compte lors d'une intervention militaire pour déjouer l'ennemi. Eh bien, imaginez que 3 porte-paroles du gouvernement ont clairement dit pourquoi cet avion survolait l'espace haïtien. D'abord, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui est allée, mon Dieu, d'un tweet ô combien éloquent, le fait par le Canada de dépêcher cet avion dans l'espace haïtien correspond à la volonté du Canada de perturber
le travail des bandits en Haïti. Imaginez que le Canada envoie un avion pour perturber les activités des bandits, et elle le dit avant même qu'on sache ce que cet avion-là va faire véritablement. Une autre ministre du gouvernement Trudeau y est allée, elle aussi, d'un autre tweet, reprenant en cœur ce que Mélanie Joly a dit, mais celui qui était le plus éloquent, c'est ni plus ni moins celui qui se prend pour le nouveau gouverneur du Canada en Haïti, mais c'est l'ambassadeur Sébastien Carrière qui y est allé d'un long tweet en rappelant que l'action du Canada repose sur 4 piliers, les sanctions qu'on est en train d'imposer à ceux qui sont impliqués dans le trafic de la drogue, dans le banditisme en Haïti, un dialogue inclusif par lequel les politiciens haïtiens, suivez mon regard, cherchent eux-mêmes la voie de sortie à cette crise haïtienne, de l'aide humanitaire, et le 4e pilier de l'action du Canada en Haïti consiste justement à offrir un appui à la police nationale, et cet avion, ce gros avion militaire canadien, était en Haïti pour offrir de l'aide à la police haïtienne, en ce que cet avion était là pour perturber l'activité des criminels. Or, tout le monde sait que ce que Sébastien Carrière appelle des criminels sont très présents sur les médias sociaux. Donc, ils sont au courant de l'arrivée de l'avion militaire du Canada qui est resté, n'est-ce pas, soit dit en passant, 2 ou 3 jours à Port-au-Prince, et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que l'avion fait véritablement? Et sous prétexte que cet avion était là pour perturber les activités des bandits en Haïti, eh bien, on réalise qu'il n'en était rien, parce que s'il est une fin de semaine au cours de laquelle les bandits étaient actifs, ben c'était cette fin de semaine. Ils ont ouvert le feu partout, ils ont fait chanter leurs armes de guerre comme pour narguer le Canada, comme pour narguer la population haïtienne, comme pour dire, mais écoutez, nous n'en avons pas peur. Et l'avion militaire du Canada est reparti après 2 jours. Et on se demande a posteriori en quoi cet avion a-t-il perturbé l'action de Vitellum, en quoi cet avion a-t-il perturbé l'action de Barbecue, en quoi cet avion a-t-il perturbé l'activité des autres bandits. Là, on parle des bandits à sapate, comme on dit dans notre délicieux créole, mais qu'en est-il des véritables bandits? C'est-à-dire les ambassadeurs eux-mêmes qui constituent, si vous voulez, un groupe de corrupteurs. Qu'en est-il des autres bandits, les ambassades qui sont des repères de corruption et de déstabilisation, si ce n'est que de déstructuration de l'État haïtien? Mais qu'en est-il des véritables bandits que ces ambassades-là s'apprêtent à replacer au pouvoir de manière à s'assurer d'avoir toujours une mainmise sur le destin des Haïtiens? Alors, si vous doutiez que le Canada de Justin Trudeau, le Canada de Mélanie Joly, le Canada de Sébastien Carrière, n'est-ce pas, se joue de la population haïtienne, vous venez d'avoir une autre démonstration. Une intervention, une action militaire qui se fait au vu et au su de tout le monde, mais une action militaire qui annonce justement son énoncé de mission. Nous sommes là pour perturber l'activité des bandits. Il y a lieu de se demander, est-ce qu'on nous a véritablement révélé la nature de la mission de cet avion? Il était peut-être là pour répertorier les endroits précis où nous avons des ressources extraordinaires dans nos sous-sols. Cet avion était peut-être là pour faire des prélèvements des ressources de notre sous-sol, pour aller étudier, n'est-ce pas, ces ressources-là plus en profondeur au Canada. Nous savons que nous sommes dans une période de transition énergétique.
Les nations occidentales, comme toujours, sont en quête de nouvelles ressources, elles sont en quête de nouvelles énergies et elles refusent de payer. Quand ces ressources-là appartiennent à des peuples noirs, quand ces ressources appartiennent à des peuples nègres, eh bien, c'est pas compliqué. Les pays occidentaux disent, nous allons les prendre sans payer. Nous n'allons pas faire du commerce, nous allons tout simplement les prendre, comme nous avons fait cela au temps de l'esclavage, comme nous l'avons fait au temps de la colonisation. Eh bien, rien ne change. Nous allons continuer à piller, nous allons continuer à voler les ressources des pays nègres, n'est-ce pas, sans payer quoi que ce soit. Et s'il y a des politiciens qui se piquent de nationalisme, si la population elle-même s'avise de demander des comptes, eh bien, c'est pas compliqué. Ces politiciens-là, on va les assassiner et cette population, on va la garder dans un état d'asservissement où elle sera obligée de chercher jour après jour le pain quotidien sans avoir la capacité de penser au-delà du primum vivere. Et c'est précisément ce qu'on voit en Haïti en ce moment. On abrutit cette population, on le réduit à un état de sous-humanité, et donc ces nations malveillantes, entendons le Canada, la France, les États-Unis, considèrent qu'Haïti est un dépotoir. Ces nations considèrent Haïti comme un grenier dans lequel elles viennent puiser tout ce dont elles auront besoin dans l'avenir, en sorte que ce à quoi nous assistons en Haïti, c'est un détournement du destin de ce peuple, c'est un détournement des ressources de ce peuple vers l'enrichissement sauvage des mêmes nations, les États-Unis, la France, le Canada, aux dépens d'un pays dit pauvre. En tout cas, dénonçons cela. Si Justin Trudeau a voulu nous faire croire, si Mélanie Joly a voulu nous faire croire, si Sébastien Carrière a voulu nous faire croire que cet avion était là pour perturber l'activité des bandits, eh bien, il n'en est rien, puisque l'avion est reparti et les bandits continuent d'agir de plus belle. Et précisément, au cours de la fin de semaine de la présence de cet avion militaire, les bandits étaient on ne peut plus actifs. Ils kidnappaient, ils tuaient, ils violaient et ils le faisaient, dis-je, n'est-ce pas, au vu et au su des ambassadeurs. Donc, c'était un coup de bluff, c'était un coup de poker. Le Canada continue à se moquer de nous et Sébastien Carrière continue de se prendre comme le nouveau gouverneur d'Haïti. Cet avion est arrivé pour détourner l'attention de la population haïtienne vers ceux qui se tramaient. L'installation de Mirland Maniga à la tête d'une coquille vide baptisée Haut Conseil de transition. Imaginez que cette installation se faisait la veille du 7 février. Le 7 février est normalement une date emblématique. C'est la date à laquelle les Haïtiens se sont débarrassés d'une dictature sanguinaire de 29 ans. Et à chaque année, jusque-là, on commémorait, on se rappelait, n'est-ce pas, comment après 29 ans d'oppression terrible, nous nous sommes soulevés victorieusement contre la maison du Valier. Mais, ô perversion, et ne pensez pas que cette perversion est le fruit du hasard, les Blancs malveillants, s'associant à Ariel Henry, ont choisi la veille du 7 février, date emblématique, répétais-je, pour installer Mirland Maniga à la tête d'une coquille vide, Haut Conseil de transition. Et je vous ai dit que c'était un dîner de cons. Je vais vous en faire la démonstration. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture
très fier. Un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Alors, allons-y pour cette démonstration de l'installation du Haut Conseil de transition comme d'un dîner de con. Vous avez sûrement vu cette pièce de théâtre ou vu ce film qui porte le titre de dîner de con. En général, qu'est-ce qui se passe dans un dîner de con? Dans un dîner de con, vous avez ceux qui vous invitent et qui sont mal intentionnés. Il y a 2 ou 3 personnes qui invitent 2 experts à un dîner. Sauf que ceux qui vous invitent à ce dîner, ils sont mal intentionnés. Leur intention, c'est justement de se moquer de vous. Leur intention, c'est justement de rire de vous. Mais vous qui êtes invité à ce dîner, vous prenez la chose au sérieux. Vous pensez effectivement que vous allez avoir une conversation intéressante. Vous pensez que vous êtes là pour un but noble. Vous pensez que vous êtes là pour servir, pour aider. Et ce n'est qu'à la toute fin de cette pièce de théâtre, ce n'est qu'à la toute fin de ce film que vous réalisez que ceux qui vous avaient invité chez eux, mais ils l'avaient fait pour se moquer de vous. Ils avaient même pris un pari. Alors, le Canada, les États-Unis, la France continuent de se moquer de la population haïtienne. À chaque fois que ce peuple tente de reprendre son destin en main, eh bien, toujours ces 3 pays-là, au cours des 20 dernières années, ils vont accélérer leur méchanceté, ils vont accélérer leur boycott, ils vont accélérer, n'est-ce pas, leur blocage pour que notre destin nous échappe toujours. Je vous fais une mise en contexte de ce dîner de con, une mise en contexte immédiate. Des patriotes haïtiens, après l'assassinat de Jovenel Moïse, se sont réunis pour coucher sur une feuille de papier un plan de transition. On peut avoir des réserves par rapport à ce qu'on appelle l'accord Montana, mais je fais le pari que c'est des gens de bonne foi. Ils se sont rencontrés, ils ont pondu un plan de transition et par la suite, ils sont allés rencontrer divers secteurs de la vie nationale pour les inviter à se joindre à ce plan de transition. Ce plan de transition prévoyait justement des élections transparentes, des élections à la suite desquelles un certain économiste a été nommé président de la transition, un ancien parlementaire a été nommé premier ministre. Et pendant tout ce processus de mise en commun de la pensée, pendant tout ce processus de rencontre entre les secteurs, n'est-ce pas, de la vie nationale, eh bien,
les rédacteurs, les concepteurs de l'accord Montana allaient voir les ambassadeurs. Ils tentaient de les prendre au mot. Ils allaient voir l'ambassadeur du Canada, ils allaient voir l'ambassadeur de la France, ils allaient voir l'ambassadeur des États-Unis, en tout cas les représentants de l'Union européenne et l'OEA qui disaient, écoutez, trouvez une solution à votre propre crise et faites en sorte que cette solution soit inclusive. Mais ce que ces ordonnateurs du réel haïtien refusaient de nous révéler, c'était que votre sortie de crise ne passera jamais si elle est haïtienne. Votre solution ne passera jamais si elle vient de vous. Il faut que la solution vienne de nous. Et vous avez réalisé que pendant les 12 ou 14 derniers mois, quoi qu'aient fait les membres de l'accord Montana, le Canada, la France et les États-Unis n'étaient jamais satisfaits. Ils disaient aux promoteurs de l'accord Montana, mais faites un dialogue inclusif. Mais ces gens-là, mes pauvres, eux, disaient, mais comment pouvons-nous être encore plus inclusifs? Nous avons vu tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons même élargi l'accord pour y inclure des gens qui jusque-là n'en faisaient pas partie. Mais à chaque fois, les États-Unis, le Canada, la France, toujours les mêmes, boycottaient cet accord et le mot dont ils se servaient, c'est que c'est pas un accord inclusif. En sorte que, aujourd'hui, vous avez des promoteurs de l'accord Montana qui se retrouvent à l'étranger. Vous avez des élus de Montana qui ont tout simplement démissionné de guerre lasse, car ils réalisent que, à moins qu'ils fassent un coup d'éclat violent, à moins qu'ils fassent un coup armé, eh bien, ces mêmes trois pays-là ne laisseront jamais les Haïtiens contrôler leur propre destin. Suivez-moi bien. Hein? L'accord de Montana n'était pas assez inclusif pour les Blancs malveillants, même si c'est un accord qui incluait tous les secteurs de la vie nationale, mais ces mêmes Blancs sont allés chercher 3 personnes. Pince sans rire. Ces mêmes Blancs malveillants, entendons l'ambassadeur Carrière, qui se croit être le nouveau gouverneur d'Haïti, entendons l'ambassadeur de la France, le corrupteur des politiciens haïtiens, entendons, n'est-ce pas, si vous voulez, le chargé de mission des États-Unis à Port-au-Prince, les mêmes corrupteurs, ils sont allés chercher 3 personnes et ils ont dit, voilà la voie que nous devons suivre jusqu'aux élections. Et vous aurez remarqué qu'entre Montana et le HCT, il y a un monde de différence. D'abord, le Montana prenait le temps de rencontrer les secteurs vitaux de la nation haïtienne, non. Alors qu'ici, Madame Lalime et Ariel Henry ont choisi eux-mêmes 3 personnes pour leur HCT de magouille. Là encore, les tenants de l'accord Montana faisaient de la pédagogie citoyenne en expliquant pourquoi ils prenaient si longtemps à mettre sur pied les différentes structures qui sont de nature à contrôler le pouvoir exécutif. La communauté internationale, après avoir boycotté cet accord de Montana, y est allée d'un haut conseil de transition qui n'aura aucun pouvoir de contrôle sur Ariel Henry, qui maintient Ariel Henry au passage pour encore, n'est-ce pas, 12 mois, sinon 14 mois. Le Haut Conseil de transition n'aura aucun pouvoir de nommer, de prendre des décisions. Il sera là pour remanier la Constitution. Vous notez que Ariel Henry a déjà une Constitution remaniée dans son tiroir. Il sera là pour mettre sur pied un conseil électoral provisoire qui va faire des élections transparentes, honnêtes et crédibles. Suivez mon regard. Au fait, le Haut Conseil de transition, c'est une autre manœuvre par laquelle la communauté des nations malveillantes est en train de dire aux Haïtiens ce que Liu Enaudi avait dit, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des États américains. La plus grosse erreur de la communauté internationale, disait-il, c'était de laisser les Haïtiens diriger Haïti. Il n'en sera plus ainsi, c'est nous qui allons diriger Haïti.
Alors, dans ce dîner de cons, on va chercher une femme qui s'est toujours présentée comme une constitutionnaliste légaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui tient à la lettre de la Constitution. On va lui offrir un titre bidon de présidente. Je vous ai dit qu'elle souffrait de présidentite. On va construire pour elle une coquille avec un titre ronflant, Haut Conseil de transition. Et on va lui dire, tu vas désormais marcher sur toutes tes convictions, tu vas fouler aux pieds, n'est-ce pas, tout ce que tu avais enseigné dans nos diverses facultés à Port-au-Prince, à savoir qu'il faut respecter la lettre de la Constitution, à savoir que la Constitution prévoit elle-même le mode de réforme, le mode de remaniement. Non, rien de tout cela. Tandis que le pays n'a pas d'élus, tandis que le pays n'a pas de parlement, on est allé chercher Mirland Maniga pour, premier énoncé de sa mission, remanier la Constitution. Mon Dieu. Et elle le dit devant tout le monde. Ma mission est une mission en 3 points. Premièrement, remanier la Constitution. Mais Mirland Maniga, vous qui êtes constitutionnaliste, légaliste, cette même constitution que vous vous apprêtez à remanier ne prévoit-elle pas son mode de réforme? Ne prévoit-elle pas son mode de remaniement? Mirland, la légaliste, passe outre la lettre de la Constitution parce que les Blancs malveillants le lui demandent. Mon Dieu! Voilà pourquoi les diplomates étaient morts de rire. Sébastien Carrière était mort de rire. L'ambassadeur de la France était mort de rire. Et j'ai un ami de Montréal qui a tweeté que par le HCT, le Haut Conseil de transition, le Canada est encore une fois en train de légitimer Ariel Henry, que personne n'aime, que personne ne veut parce qu'il est un assassin. Dès que mon ami à Montréal a écrit cela, l'ambassadeur Carrière lui-même s'est donné la peine de lui envoyer un texto personnel pour lui dire, écoutez, il ne s'agit pas d'un plan du Canada, il s'agit d'un plan de la population haïtienne. Vraiment, monsieur Carrière. La vérité, c'est que l'installation du Haut Conseil de transition s'est déroulée dans l'indifférence absolue de la population haïtienne. Tout le monde s'en fout. Les Haïtiens ne sont pas naïfs, les politiciens haïtiens le sont. Les Haïtiens ne sont pas blancomanes, les élites haïtiennes le sont. Tout le monde voit clair au jeu des Blancs. Les Blancs ne veulent pas renoncer à notre Haïti chéri. Les Blancs ne veulent pas renoncer à notre territoire. Et dès que les Blancs s'intéressent à un territoire, morale de l'histoire, c'est qu'il y a des ressources là-bas. Les pays riches ne s'intéressent pas aux pays pauvres. Quand des pays riches essaient de vous convaincre que votre pays est pauvre et qu'elles y demeurent, sachez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Sachez qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Sachez que vous avez des ressources qu'elles vous cachent, ces nations-là, car les pays ne s'intéressent pas aux nations pauvres. Or, depuis 20 ans, dis-je, le Canada, les États-Unis et la France imposent une tutelle sur Haïti, tutelle au terme de laquelle les Haïtiens ne peuvent plus choisir leurs dirigeants, les Haïtiens ne peuvent plus se donner un président, les Haïtiens ne peuvent plus se trouver une sortie de crise qu'eux-mêmes créent ces pays-là. Et quand on essaie de se trouver une sortie de crise, quand on essaie de se trouver une solution, ces mêmes pays boycottent cette solution jusqu'à ce qu'ils nous imposent une autre sortie de crise qui va créer une autre crise, une crise plus grande. Cette indifférence dans laquelle la population haïtienne a observé l'installation de Mirland Maniga à la tête de cette coquille vide n'est pas annonciatrice de paix sociale. Je regrette Mirland Maniga. Cette indifférence avec laquelle nous avons assisté à votre installation par les Blancs, n'est-ce pas, n'est pas annonciatrice d'apaisement, au contraire. On va vous attendre au carrefour. Puisque vous dites que votre premier énoncé de mission sera de remanier la Constitution, mais on va vous poser la question, mais qui vous a donné ce mandat-là? D'où vient votre légitimité? Qui vous a élu, Mirland? Où êtes-vous allé chercher l'aval de la population pour vous arroger le droit d'amender une constitution que les Haïtiens ont votée massivement en 87? Mais dites non.
Vous ne manquez pas de front. Vous ne manquez pas de toupet, vous ne manquez pas d'audace. Le pire, c'est que les Blancs malveillants savent que vous allez vous frapper contre un mur. Vous allez frapper un mur, comme on dit ici. Mais ils vous laissent faire parce que leur but véritable, c'est de créer de l'instabilité après instabilité pour qu'ils interviennent enfin comme le sauveur d'Haïti qui vont nous organiser de belles élections. Dès l'installation de Mirland Maniga, les ambassadeurs malveillants accrédités à Port-au-Prince, Sébastien Carrière en particulier, y est allé d'un tweet, n'est-ce pas, assez révélateur. Maintenant que le HCT est installé, nous allons commencer le vrai travail qui consiste à préparer des élections. Ah bon, c'est ça votre travail, monsieur l'ambassadeur? Je ne savais pas que le travail d'un ambassadeur d'une nation étrangère, accrédité, cela va sans dire, dans une capitale étrangère, je ne savais pas que le travail d'un ambassadeur consistait à préparer des élections. Vraiment, monsieur Carrière, c'est ça? C'est ce que vous avez appris en diplomatie. Donc, le travail de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, c'est d'aider le Canada à préparer des élections. Vraiment. Le travail de l'ambassadeur canadien à Paris, c'est d'aider la France à préparer des élections. Vraiment. Pourquoi vous ne tenez ce langage-là que dans des pays nègres? Qu'est-ce que nous avons en moins qui fait en sorte que votre diplomatie change, votre mission change, selon que vous êtes dans un pays de blancs ou dans un pays de nègres? Il ose écrire que maintenant que le HCT est installé, nous allons commencer le vrai travail qui est de préparer des élections. Mais ce n'est pas cela votre travail, Sébastien Carrière. À moins que quelque part vous vous preniez pour le gouverneur d'Haïti, votre travail devrait être de représenter le Canada auprès des autorités haïtiennes. Mais justement, il n'y a plus d'autorités haïtiennes. Lorsque le Canada, la France et les États-Unis ont décidé d'imposer cette tutelle sur Haïti, il y avait, voilà 20 ans, 7000 élus. 20 ans plus tard, maintenant que vous avez foutu le bordel partout, il y a 0 élu. Et à chaque fois que vous organisez des élections, ce sont des élections bidons, ce sont des élections bordéliques, et là, vous vous préparez à refaire le même travail. Nous ne vous laisserons pas faire. Et là, je vous avais promis de m'arrêter au discours de Mirland. Ah, mais quelle femme pathétique. Bon Dieu. Une femme qui a étudié, une femme qui a enseigné, une femme qui semblait aspirer aux plus grandes ambitions, celle de diriger ce pays comme présidente. Regardez où elle va finir, dans une coquille vide. Et elle prend la chose au sérieux. Elle s'est présentée comme quelqu'un qui est appelé à des hautes fonctions. Oh là là! Et là, je comprends mieux que le mot Haut Conseil de transition, la formule a été préparée pour plaire à Mirland. Elle dit se sentir appelée à une haute mission et comme par hasard, sa coquille vide s'appelle le Haut Conseil de transition. Mirland Maniga, l'anti du valériste. Mirland Maniga, celle dont le mari a subi un long exil, mon Dieu, de plus de 25 ans, parce qu'il s'opposait au fascisme de Duvalier. Mirland Maniga, qui est la première victime des fraudes électorales de la communauté des nations malveillantes. S'il y avait des élections véritables en 2010, Mirland Maniga serait portée au Palais national. Or, les Blancs se sont moqués d'elle en lui laissant croire que c'était véritablement elle l'élue, alors que ces Blancs-là, les mêmes, les Canadiens, les Français, les Américains, avaient déjà choisi frauduleusement Michel Martelly. Et cette déchéance à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est l'œuvre du PHTK, c'est l'œuvre de Michel Martelly, que ces mêmes Blancs malveillants ont placé à la tête du pays. En voilà qu'aujourd'hui, les amis, c'est pour ça que je parle d'un dîner de cons, ces mêmes Blancs malveillants qui ont organisé des magouilles électorales
pour voler l'élection de Mirland Maniga au profit de Michel Martelly. Ces mêmes blancs malveillants, mais quel mauvais film, sont allés chercher la même Mirland Maniga pour légitimer, je vous le donne en mille, le pouvoir PHTKiste de Michel Martelly, ayant à sa tête aujourd'hui Ariel Henry. Les Blancs doivent se dire, ces politiciens haïtiens, qu'ils aient fait de longues études, qu'ils n'en aient pas fait du tout, eh bien, ils sont tous des gens serviles. On n'a qu'à leur promettre, je ne sais pas, quelques dollars. On n'a qu'à leur offrir un poste ronflant. On n'a qu'à créer pour eux, n'est-ce pas, une coquille vide et leur donner la fausse impression qu'ils ont véritablement le pouvoir pour qu'ils marchent dans le panneau. Et là, Mirland Maniga est tombée dans le panneau. Elle est tombée dans le piège des Blancs malveillants. Quel est ce piège malveillant? On va se servir de votre titre de constitutionnaliste légaliste pour légitimer le pouvoir, cela va sans dire illégitime d'Ariel Henry. Ah, mais que c'est triste. Que c'est triste. Est-ce que Mirland pense à la manière dont elle va entrer dans l'histoire? Est-ce que Mirland pense à l'héritage qu'elle va léguer justement à la postérité? Malgré ses études, malgré sa scolarisation, malgré ses beaux discours, les mêmes Blancs malveillants, Madame Lalime, les mêmes Blancs malveillants, l'ambassadeur Carrière, les mêmes Blancs malveillants, l'ambassadeur de la France et l'envoyé spécial des États-Unis étaient en mesure de la convaincre. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ils étaient en mesure de la convaincre de légitimer le pouvoir de PHTK pour voler une fois de plus le destin des Haïtiens, puisque le premier énoncé de mission de Mirland Maniga, c'est de changer la Constitution. Mais est-ce que Mirland se pose la question de sa propre légitimité? Est-ce que Mirland pose la question de la légalité de cette mission? Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a dû lui promettre? Le titre de président? Qu'est-ce qu'on a dû lui promettre? De l'argent à son âge? Mon Dieu! Est-ce qu'à son âge, Mirland Maniga rêve de devenir aussi riche que Laurent Lamotte? Est-ce qu'à son âge, Mirland Maniga rêve de devenir aussi riche que Michel Martelly, le voleur? Les Blancs pouffaient de rire en disant « Nous avons réussi à nous payer la tête d'une docteure en droit constitutionnel, nous avons réussi à nous payer la tête d'une autre universitaire qu'on est allé chercher en lui offrant un titre ronflant pour légitimer le pouvoir assassin, le pouvoir destructeur, le pouvoir anarchiste, le pouvoir fasciste du PHTK d'Ariel Henry. Que c'est triste, que c'est pathétique. Au fait, les seules personnes heureuses dans cette salle, c'étaient les Blancs malveillants. Les seules personnes heureuses dans cette salle, c'étaient les ambassadeurs, car ils ont dit « Nous avons réussi le premier acte dans la légitimation d'Ariel Henry. » Ah! Je vous mets en garde, messieurs les ambassadeurs, ne prenez pas l'indifférence des Haïtiens pour de la résignation. Ne prenez pas l'indifférence des Haïtiens pour de la passivité. Les Haïtiens sont en train de dire, ce que vous êtes en train de faire là ne nous regarde pas. Ce que vous êtes en train de faire là ne nous concerne pas car nous n'avons pas été consultés et nous ne donnons pas notre aval à cette affaire. Vous allez le payer cher. Et ce qui est triste, c'est qu'au moment où cette vague de contestation va emporter ces ambassadeurs malveillants, et là, se dis-je, Mirland Maniga, elle aussi sera emportée pour s'être faite docile aux mains des Blancs malveillants, pour s'être faite l'instrument facile des Blancs malveillants, elle aussi sera emportée par la colère de ce peuple. Assez, c'est assez. Un dîner de cons. Comment une femme aussi instruite, comment une femme aussi cultivée, comment une femme qui a dû prendre l'exil avec feu son mari contre un régime duvalieriste peut-elle aujourd'hui légitimer un régime néo-duvalieriste?
que c'est triste, que c'est pathétique. Malheureusement, c'est le comportement de tous ceux qui veulent le pouvoir à tout prix. C'est le comportement de tous ceux qui sont prêts à vendre la patrie pour une fonction ronflante. C'est le comportement de tous ceux qui croient en la bonne volonté des ambassadeurs accrédités à notre pays. Ils se font rouler dans la farine les uns après les autres et ils ne tirent pas leçon de cela. S'il est quelqu'un qui devrait résister à ces chants de sirène des Blancs malveillants, c'est bien Mirlande, car c'était elle la victime des fraudes électorales des Blancs en 2010. Et pourtant, 13 ans plus tard, elle oublie déjà. 13 ans plus tard, elle pardonne déjà. 13 ans plus tard, elle passe déjà l'éponge. Elle se prête au jeu des Blancs malveillants. Remanier la Constitution que les Haïtiens ont votée avec leur sang, que les Haïtiens ont voté après 29 ans de dictature. Elle est prête à tirer un trait sur cette Constitution pour faire plaisir aux Blancs malveillants, qui veulent ni plus ni moins avoir un boulevard, avoir le champ libre pour voler nos ressources, car la Constitution de 87 met trop de verrous. Quant à la manière dont il faut procéder pour explorer les ressources, elle va les faire sauter au profit des compagnies canadiennes, au profit des compagnies françaises, au profit des compagnies américaines. Voilà pourquoi les Blancs étaient morts de rire à ce dîner de cons. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Je vous avais dit aussi que le HCT, le Haut Conseil de transition, était une énième manœuvre, une énième tentative de la communauté des nations malveillantes, entendons les Blancs malveillants, l'État canadien, l'État américain et l'État français, de sauver le système néocolonialiste, le système néo-esclavagiste d'Haïti. Car les amis, quand on va regarder ce qui se passe en Haïti, mais ça rappelle l'esclavage. Les Blancs malveillants ont inondé le pays de 600 000 armes de guerre. 600 000 armes de guerre. Haïti, il faut le rappeler, c'est une vérité de la palisse, ne produit pas d'armes. Haïti subit toujours un embargo officieux quant à certains types d'armes, et pourtant, en Haïti, selon les statistiques même de Madame Lalime, il y a 600 000 armes de guerre. Et ceux qui détiennent ces armes-là ne sont jamais à court de munitions. Mon Dieu, qu'est-ce qu'Haïti a fait de mal pour que les États-Unis, le Canada et la France nous détestent tant? 600 000 armes de guerre qui circulent, 600 000 armes de guerre qui terrorisent la population, 600 000 armes de guerre qui kidnappent les gens. Haïti, c'est un système qui enrichit, mon Dieu, une vingtaine de familles. Une vingtaine de familles qui comptent parmi les grands millionnaires de ce monde, les milliardaires de ce monde. Une vingtaine de familles qui ne créent pas de la richesse, qui ne créent pas de la valeur, qui se contentent d'importer des saloperies de la République dominicaine, des saloperies de la Chine, et qui revendent à fort prix au peuple haïtien. Haïti, c'est un système plantationnaire qui, je l'ai dit, enrichit une dizaine, une vingtaine de familles et qui facilite la corruption d'un millier de politiciens. C'est même la façon la plus rapide de devenir riche. On devient député, on devient sénateur et ça y est, on devient riche. Et enfin, le système haïtien
c'est 99% d'une population de quoi? 12-13 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars américains par jour. Imaginez. Nous sommes à quelques encablures des États-Unis. Nous partageons, dit-on, la même langue que le Canada. Nous avons une longue histoire avec la France et pourtant ces pays-là, plutôt que de faciliter notre épanouissement, font tout pour nous engoncer dans ce système néocolonialiste, pour nous maintenir la tête sous l'eau dans ce système néo-esclavagiste. Et quand ils anticipent une résistance, quand ils anticipent, n'est-ce pas, une révolte de la part de cette population, ils vont vite de toutes sortes de programmes d'immigration pour casser la résistance de ce peuple, d'où le programme Biden. Et vous notez que l'intention du Canada, l'intention de la France, l'intention des États-Unis se révèle clairement dans l'énoncé de mission qu'ils confient au HCT de Mirland Maniga, en 3 points. Remanier la constitution haïtienne pour faire sauter les verrous qui empêchent les compagnies étrangères de voler nos ressources, mettre sur pied un autre conseil électoral provisoire et préparer des élections. Vraiment? Vraiment, Mirland? Vous notez quand on est prêt à prendre le pouvoir à n'importe quel prix, comment on est prêt à marcher même sur le cadavre de celui qui était le secrétaire général du parti politique fondé par Mirland Maniga et son mari. Éric Jean-Baptiste a été assassiné dans des conditions pour le moins nébuleuses et Mirland Maniga se retrouve à la tête d'une structure de pouvoir. Elle ne peut même pas réclamer une enquête sur l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Elle ne peut même pas réclamer une enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Mirland Maniga, la professeure de droit constitutionnel, ne peut même pas réclamer un procès Petro-Caribé. Aucune importance. Le combat contre la corruption ne concerne pas Mirland. Le combat contre l'impunité ne lui importe pas. Le combat contre l'insécurité, c'est pas son problème. Les Blancs lui promettent justement d'assurer sa sécurité à elle. Donc, au diable, la sécurité des 12 millions d'Haïtiens. Et tout cela, dis-je, c'est parce que les Blancs malveillants et les oligarques sanguinaires veulent sauver un système qui craque de partout. Si vous regardez Haïti aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne, absolument rien ne fonctionne. L'école ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne pas. La police est corrompue jusqu'à l'os. Et pourtant, Mirland ne songe pas à remettre sur pied les institutions du pays. Elle ne songe pas à mettre sur pied, n'est-ce pas, à lancer les chantiers fondamentaux de la nation haïtienne. Tout ce qu'elle veut, c'est suivre le plan macabre des Blancs malveillants en 3 points. Remanier la Constitution, cela ils y tiennent. Mettre sur pied un conseil électoral provisoire que ces mêmes Blancs malveillants vont manipuler et ils vont forger dans leur laboratoire des résultats pour nous faire entrer dans la gorge un autre PHTKiste. Et ce qu'ils veulent toujours, c'est de maintenir ce système, c'est de sauver ce système grâce auquel le destin des Haïtiens échappe aux Haïtiens. Il faut dénoncer cela. Nous ne devons pas nous décourager. Même si nous avons reçu comme un coup de poignard dans le dos l'acceptation par Mirland de marcher, n'est-ce pas, dans les manœuvres des Blancs, mais nous n'avons pas le droit de nous décourager. Nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à dénoncer cela jusqu'à ce que nous reprenions notre destin en main. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français,
en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. À ce stade-ci de la gravité de la situation haïtienne, je voudrais lancer un message particulier à divers secteurs de la vie nationale. D'abord aux politiciens. J'espère vous avoir aidé à comprendre les manœuvres des Blancs malveillants. Ils vont bientôt venir vous voir pour vous convaincre de participer à des élections bidons. Mais n'acceptez pas d'y participer. Si vous acceptez de participer, vous allez vous faire rouler dans la farine, car les Blancs savent déjà qui ils vont placer à la tête du pays. Rendez-leur la tâche difficile, refusez de participer à leur carnaval électoral. Je sais qu'ils vont vous promettre monts et merveilles, ils vont vous inviter au département d'État, vous faisant croire que c'est vous leur choix. Mais pendant qu'ils vont vous promettre cela à vous, ils vont le promettre à d'autres candidats en même temps. C'est ce qu'ils font toujours dans des pays nègres. Mais pour une fois, ne vous laissez plus prendre à ce dîner de cons. Dites non. Sortez un communiqué. Réunissez-vous. Faites connaître à la population haïtienne votre volonté de ne plus marcher dans ce genre de mascarade. Donc, si vous avez du respect pour vous-même, si vous voulez à un moment donné contrôler le destin de votre pays, refusez de participer à ces élections, car s'il n'y a pas de candidat, il n'y aura pas d'élection. Laissez les Blancs eux-mêmes faire campagne. Je vous ai déjà dit que l'ambassadeur de la France, il y a 2 semaines, s'est rendu chez Moïse Jean-Charles pour le convaincre de participer aux élections à venir. Vous voyez à quel point ils sont corrupteurs. L'ambassadeur de la France est allé dire à Moïse Jean-Charles, mais je ne comprends pas votre comportement. Vous êtes le candidat le plus populaire en ce moment. Vous voulez devenir président d'Haïti, vous devriez être de notre côté, car nous tenons à des élections, mais venez participer aux élections. Ce même langage, ils le tiennent à chaque fois qu'il y a des élections et ils nous imposent toujours celui que eux ont choisi. Laissez-les voter eux-mêmes. Laissez Sébastien Carrière inviter des Canadiens à venir voter en Haïti. Tenez. Laissez l'ambassadeur américain inviter des Américains à venir voter puisque c'est leur pays, mais organisez des élections pour vous, entre vous. Donc je veux lancer cet appel solennel aux politiciens, à la classe politicienne haïtienne. Ne participez pas à ces élections. Aux gens de Montana, c'est vrai que j'ai des réserves vis-à-vis de votre plan de transition qui, en toute honnêteté, n'est pas une transition. Car je ne peux concevoir une transition sans un procès Petro-Caribé. Je ne peux concevoir une transition sans une enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Je ne peux concevoir une transition qui ne dure que 12 mois, non. Mais ne vous laissez pas abattre, reprenez votre bâton de pèlerin, allez dénoncer les magouilles des Blancs. Allez dire, n'est-ce pas, à la face du monde, comment ils ont boycotté votre solution à vous pour imposer 3 personnes. Les Blancs ne sont pas invincibles. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont pas tout-puissants. Haïti ne leur appartient pas. On ne va pas légitimer leur vol et leur pillage. Il faut au contraire travailler à les sortir d'Haïti, dénoncer leur magouille. C'est pour cela que je dénonce Sébastien Carrière qui se prend répétage pour le nouveau gouverneur d'Haïti. Il ne faut pas faire, hélas, comme ce premier ministre élu qui démissionne avant même d'être entré en fonction parce qu'il voit que
son élection ne mènera à rien, mais non. On ne laissera pas Haïti aux Blancs, justement. Il faut leur montrer que nous comprenons justement leur jeu et que nous ne leur laisserons pas ce pays. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Quant à vous, médias, ne faites plus le jeu des ambassadeurs. Ne continuez pas à leur offrir votre micro, ne continuez pas à leur offrir votre vitrine pour qu'ils viennent raconter leurs bêtises, leurs mensonges, leurs sottises à la population haïtienne. Non, nous en avons marre de leurs mensonges, mais coupez-leur le sifflet. Si Montana revenait à la charge, si les promoteurs de ces divers accords qu'on a vus se mettaient ensemble pour dénoncer les magouilles des Blancs, mais ce serait déjà quelque chose. Vous vous laissez dire par ces Blancs qu'il n'y a pas d'accord entre vous. Vraiment, mais il y a un accord entre vous. Un accord minimal. Que dit cet accord? Vous ne voulez pas d'Ariel. Que dit cet accord? Il vous faut un gouvernement pour la reconquête de notre dignité, pour la reconquête de notre souveraineté. Que dit cet accord? La police à elle seule ne suffira pas pour résoudre le problème d'insécurité que les États-Unis ont créé. Mais nous allons solliciter la coopération d'autres pays. Des pays qui ne seront ni le Canada, ni la France, ni les États-Unis. Mais vous avez un accord de lancer les chantiers fondamentaux de ce pays afin d'apaiser véritablement la population haïtienne, afin d'éviter que on se prenne dans les mêmes pièges dans lesquels ces mêmes trois pays malveillants nous ont fait tomber. Alors vous avez un accord. Arrêtez de vous laisser dire que vous êtes incapable de vous entendre. L'accord n'est jamais synonyme d'unanimité. L'accord n'est jamais synonyme d'uniformité. Reprenez votre pays. Dénoncez les Blancs malveillants. Haïti n'appartient ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à la France. Et donc, ce n'est pas à ces pays-là que revient le droit de nous imposer 3 personnes pour remanier notre constitution de manière illégale, pour placer un conseil électoral provisoire bidon et pour nous conduire vers des élections frauduleuses, lesquelles élections vont nous replonger dans le même cycle d'instabilité politique. Mais maintenant que nous avons compris, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire une déclaration à la nation? Qu'attendons-nous pour faire de la pédagogie citoyenne et pour dire, nous allons laisser Madame Lalime, Monsieur Carrière et Myrland Maniga, n'est-ce pas, jouer au sein de cette coquille vide qui cherche à légitimer le système plantationnaire, le système néo-esclavagiste, mais nous, voici une proposition d'un gouvernement de reconquête de la dignité, d'un gouvernement de reconquête de la souveraineté nationale, d'un gouvernement qui va faire le procès Petro-Caribé, d'un gouvernement qui va faire l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, d'un gouvernement qui sollicitera la coopération de pays véritablement amis pour nous aider à résoudre la crise de l'insécurité. Nous ne laisserons pas Haïti aux Blancs malveillants. Nous ne laisserons pas Haïti au Canada. Nous ne laisserons pas Haïti aux États-Unis. Nous ne laisserons pas Haïti à la France. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Et donc, ce n'est pas le moment de nous laisser aller à la passivité. Ce n'est pas le moment de nous laisser aller à la résignation en nous disant, regardez ça blanc et au fait, non. C'est au contraire le moment de les dénoncer et de lancer une mobilisation générale. Maintenant que nous avons compris pourquoi Biden, à un moment précis, a lancé son plan d'immigration pour casser notre résistance, maintenant que nous comprenons cela, lançons une mobilisation. Lançons l'assaut final contre la primature d'Ariel Henry. Réalisons ce coup d'éclat. Donnons une leçon une fois pour toutes à ces Blancs malveillants et
faisons-leur comprendre que ce pays de Dessalines, nous n'allons pas le leur laisser. Ce pays de Dessalines, nous n'allons pas l'abandonner. Et que nous voulons ni plus ni moins reprendre le contrôle. J'espère que l'émission de ce matin constitue pour vous ce boost dont vous aviez besoin. J'espère que l'émission de ce matin va vous infuser cette énergie dont vous avez besoin pour lancer l'assaut final contre la primature d'Ariel Henry. Je vous l'ai dit, il ne nous faut qu'un coup d'éclat. Un seul, renverser Ariel par tous les moyens. Si nous faisons tomber Ariel, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis, Madame Lalime tomberont eux aussi parce que Ariel c'est leur bébé. Faisons-le tomber, attaquons-le. Reprenons le contrôle de notre pays. Nos ancêtres n'en méritent pas moins. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne l'oublions pas, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Ne laissons pas nos pays aux mains des malveillants. Et quand je dis malveillants, je ne pense pas seulement à Vitellum, je ne pense pas seulement à Barbecue. Ceux-là sont des instruments aux mains des Blancs malveillants qui laissent entrer les 600 000 armes de guerre. Identifions nos véritables ennemis. L'ambassadeur Carrière, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis. Voilà les véritables... Enfin, Madame Lalime, voilà nos véritables ennemis. Reprenons le contrôle de notre pays. Et ne nous laissons plus nous faire dire que nous n'avons pas d'accord. Oui, nous avons un accord minimal. Chasser Ariel. Mettre au pouvoir un gouvernement de reconquête de notre souveraineté nationale. Lancer les chantiers véritables de la transition et préparer en temps et lieu de bonnes élections. Tout cela sans négocier avec les Blancs. L'erreur que les promoteurs de Montana ont commise, c'était de négocier avec les Blancs tandis qu'ils travaillaient sur un plan national. Le mot même le dit. S'il s'agit d'un plan national, nous n'allons pas y entrer des étrangers. Nous n'allons pas y entrer l'international. Si nous réussissons notre coup d'éclat, qui consiste à renverser Ariel, ces Blancs devront, après coup, négocier avec nous. Bonne semaine. On reprend notre courage à deux mains. On lance l'assaut final contre Ariel Henry. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.